Merci d'être avec nous. Bonjour à vous toutes et à vous tous. Zeronet TV est au forum de l'Internet des objets aujourd'hui et organisé par l'Axel. Dans un endroit magnifique ici au cœur de Paris. Oui, regardez un petit peu, on a vraiment de la chance d'avoir ce studio qui est superbe. Et tout à l'heure, on évoquait avec nos invités la mobilité de demain. On va maintenant s'intéresser à un sujet capital, c'est la santé de demain, Jérôme, avec nos invités. Exactement. On parlera tout à l'heure de télémédecine. Demain, est-ce que vous pourrez vous faire soigner à distance, vous faire surveiller médicalement à distance. Et puis avant cela, on va s'intéresser à des choses assez étonnantes qui existent d'ores et déjà grâce au numérique, François. Et je vous présente nos deux invités, David de Amorim. Bonjour David. Bonjour. Alors vous êtes directeur de l'innovation et de la santé chez DocaPost, qui est une filiale de la Poste, mais vous êtes aussi le président de la commission objets et services, coprésident de la commission objets et services connectés à l'Axel. L'Axel qui organise donc ce forum aujourd'hui. Tout à fait. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qu'est l'Axel ? Alors l'Axel, c'est un think tank. Alors c'est un mot tout simplement pour dire qu'on rassemble des experts pour réfléchir sur des grands sujets économiques, sociétaux. Nous, notre particularité, c'est qu'on raisonne avec une vision panoramique des sujets. On cherche à avoir une vision jusque sur la mise en œuvre et l'impact de ces nouvelles technologies dans la société pour qu'on puisse finalement toucher le plus grand nombre et pas mettre la technologie comme une contrainte pour les gens, mais mettre la technologie au service des gens. Et l'objectif de cette journée qu'on organise aujourd'hui, ce forum, c'est une première qu'on organise, c'est d'adresser deux grandes thématiques, la santé et le transport, parce qu'elles sont juste centrales par rapport aux enjeux de transformation de notre société, l'aménagement du territoire. Il y a encore eu récemment le rapport santé qui souligne particulièrement ce sujet. On est sur un momentum très particulier dans le domaine de la santé, un moment où finalement le digital et l'humain peuvent se croiser pour se mettre au service de la médecine. Et on a la chance d'avoir aujourd'hui un groupe d'experts de premier plan rassemblés à l'Axel pour partager avec un grand public. On a eu vraiment un succès incroyable. Plus de 400 inscrits pour cette première. On est vraiment ravis à Paris dans ce magnifique lieu, effectivement. Voilà, et rappelons que l'Axel est une association qui regroupe les plus grandes sociétés françaises aussi. Tout à fait. C'est une association qui rassemble, on va dire, la plupart des grandes entreprises françaises, mais aussi des entrepreneurs, des start-upers, des PME. Et donc, on a vraiment une vocation à nourrir cette communauté. On est la plus ancienne association du numérique en France. On a démarré dans les années 2000, ce qui, à l'échelle du digital, est presque ancestral. Bien sûr. S'en rappeler. Regardez dans quel état on est, nous. Exactement. Alors, à vos côtés, Luc Solaire, bonjour. Bonjour. Vous êtes médecin ? Je suis pas médecin, je suis professeur en médecine, mais pas médecin. D'accord, vous êtes directeur scientifique et fondateur de la société Visible Patient, et vous faites des choses extraordinaires grâce à la numérisation du corps humain, ou tout au moins des organes, c'est ça ? Et on verra qu'il y a un rapport entre vous deux. C'est ça. Alors, en fait, on part de l'image médicale, scanner ou IRM, qui est une donnée numérique du patient, mais comme si le patient était découpé en tranches. Et quand on regarde une image médicale, c'est comme une photo satellite, c'est-à-dire qu'il n'y a rien dessus à part de l'information qu'on doit interpréter par notre cerveau. Sur une photo satellite, on reconnaît les rues, on reconnaît les grandes artères de la route, de la ville, mais on n'a pas de plan. Et l'objectif que l'on a développé sous le format d'un service, c'était de créer le plan pour chacune de ces photos satellites, c'est-à-dire pour chaque image médicale, plan en 3 dimensions. Et donc au final, à la fin, on obtient une sorte de copie virtuelle du patient, un clone numérique. Sur ce clone, on peut travailler, on peut s'entraîner et surtout on peut préparer un acte opératoire sans aucun risque pour le vrai patient, mais que pour le patient virtuel. Là, on voit un médecin équipé d'un casque HoloLens. Qu'est-ce qu'il fait ? Alors ça, c'est une première qu'on a fait la semaine dernière. Il va voir ce que vous allez voir juste derrière. Il va voir en fait le patient en transparence. Donc si on laisse la vidéo poursuivre, sur la vidéo, on va voir en fait qu'il va voir en 3 dimensions au travers de la peau du patient. C'est juste après. L'image retranscrite en 3 dimensions par Visible Patient. Et donc il voit, avant même d'atteindre la structure, où est la tumeur, où sont les vaisseaux, ce qui lui permet d'éviter évidemment de couper les mauvais vaisseaux, de savoir précisément où est la tumeur pour couper le bon morceau de côlon. Mais quel est le niveau de fiabilité en fait ? Alors, le niveau de fiabilité dépend totalement de l'image médicale initiale. C'est-à-dire que si vous avez une image à 1 mm de précision, la reconstruction à 1 mm de précision. Donc c'est vraiment totalement associé à ça, comme une photo satellite. Si vous avez une photo satellite à 1 km de résolution, vous ne pourrez pas faire mieux qu'une carte à 1 km de résolution. C'est exactement la même chose. Donc, il voit l'intérieur
l'intérieur du corps sans l'ouvrir. Mais il voit c'est ça. l'intérieur du corps de la personne, c'est-à-dire De la qu'il va personne. visualiser la tumeur, justement, enfin, je prends l'exemple de la tumeur, qu'il doit enlever. C'est ça. Donc ça, c'est la version la plus avancée. C'est pour ça que c'est encore de la recherche. En amont de ça, il faut déjà définir quelle stratégie opératoire on va faire. Là, on a décidé de faire un choix chirurgical, mais parfois on décide de ne pas opérer, parfois on décide d'opérer. On peut faire de la radiothérapie, on peut faire de la chirurgie, on peut faire beaucoup de choses, de l'oncologie. Et pour faire ce choix, avant même de faire ça, on va utiliser l'image 3D sur son smartphone et on va regarder le modèle et on va décider l'acte en posant des agrafes virtuelles sur les vaisseaux et regarder quel est le territoire. Ouais, vous permettez aux médecins de poser, enfin, de savoir exactement où ils vont, quoi, où ils vont aller. C'est exactement comme un GPS. Avant de démarrer, vous allez allumer le GPS, vous allez choisir votre route et vous allez choisir si vous passez par je sais pas moi, Bordeaux ou par une ville à côté, Agen, pour atteindre un point B. Et ce choix de trajectoire, c'est la planification avant l'opération. Et vous pouvez le faire chez vous, à la maison, avant de prendre la route. Et puis quand vous êtes dans la voiture, le GPS, il va vous guider. C'est ce qu'on voit là. C'est-à-dire qu'on va réutiliser cette carte, mais cette fois-ci, on va vous l'afficher pendant que vous êtes en train de rouler pour vous dire où vous devez aller. Mais c'est vous qui avez choisi quel était l'acte. Et ça peut être évidemment assisté par l'intelligence artificielle qui peut vous aider dans vos choix. D'accord. Ça facilite en fait l'intérêt parce que on voit bien, c'est très spectaculaire ces images-là, mais on a peut-être du mal à comprendre à quoi ça sert. Ça permet quoi d'être plus performant pour le médecin. Et pour le patient, ça le rassure, le fait de comprendre un petit peu ce qui va se passer lors de son opération. Alors, tout à l'heure, je montrais à l'Axel, pour la journée, j'ai montré un cas clinique d'un enfant de 5 ans qui avait 2 tumeurs, une dans chacun de ses reins. C'est des cas très rares, il y en a 5 par an en France. Sans le modèle 3D, sans la cartographie de ce patient personnalisée, le choix qui avait été fait par l'équipe experte, c'était de retirer la totalité du rein gauche parce qu'il semblait trop envahi et de retirer la moitié du rein droit. Choix validé par une deuxième équipe chirurgicale, puisque c'est obligatoire en France qu'on a ce genre de pathologie. Avec le logiciel, on s'est rendu compte par la simulation qu'on pouvait conserver un tiers du rein gauche. Donc au lieu de retirer la totalité du rein gauche, on lui a conservé une partie importante de son rein gauche, on a conservé aussi un peu plus que prévu du rein droit, et au final, il n'a pas eu de transplantation. C'est pour l'enfant c'est extraordinaire. une vie sans aucun rejet. Ouais. Alors que s'il n'y avait pas eu ce logiciel, Il avait une transplantation, obligatoirement. il avait une transplantation. Donc c'était beaucoup plus lourd. C'est un en fait. exemple, C'est mais je ça. peux vous en montrer Il plein. aurait été obligé d'être Ah ben, dialysé. après, Enfin, sa vie, c'est une vie d'anti-rejet pour éviter évidemment le rejet de cette pièce, c'est-à-dire moins de protection immunitaire, puisque c'est ça le principe. L'exemple de cet enfant, c'est un état, mais je peux vous en donner d'autres. Un patient, par exemple, qu'on montre très souvent dans les cours à l'IRCAD, on forme 6000 chirurgiens par an à Strasbourg. Et ils viennent voir quoi? Ils viennent voir comment on utilise ces outils. Et ce cas, c'est un cas où vous avez 2 tumeurs à droite dans le foie. Tous les chirurgiens du monde entier vous dites que ces 2 tumeurs sont à droite dans le foie, sauf qu'à la fin, avec le 3D, vous voyez qu'en fait, elles étaient à gauche sur le plan vasculaire. Alors pourquoi? Parce que géographiquement, elles sont à droite, mais vasculairement, il y a une branche qui vient de la gauche qui vient les alimenter. Et cette branche, vous ne pouvez pas la voir sans faire le 3D. Pire, même quand vous la voyez, vous ne vous rendez pas compte qu'elle vient de la gauche. Il faut simuler la pose du clip pour se rendre compte que le territoire dévascularisé vient de la gauche. Il y en a plein des cas comme ça en mais France. ça représente combien de pourcents en pourcentage? Exactement. En chirurgie hépatique, quand vous n'avez pas le modèle 3D, quand vous avez que l'image médicale, le chirurgien va faire un choix. Si ensuite vous rajoutez l'image 3D, la cartographie, dans un tiers des cas, il va changer ce qu'il avait prévu au bénéfice du patient. Ça, c'est en chirurgie hépatique. Dans la chirurgie thoracique, on est plutôt autour de 20%. Mais ce qu'on sait, c'est qu'en France, il y a au moins 60 000 erreurs évitables graves en France en chirurgie par an. Erreurs évitables, on comprend, grave, ça veut dire que le patient va être réopéré à minima de cette erreur. Donc c'est ça le problème derrière, c'est qu'on veut enlever ces erreurs. Et on sait que 20% de ces erreurs sont dues à ces erreurs de définition même de la pathologie ou du choix thérapeutique. Alors, oui, évidemment, ça évite de réopérer quelqu'un, donc c'est des frais supplémentaires en moins. Enfin, je veux dire, plein de choses découlent de tout ça en fait. Il y a ça, et puis vous l'avez dit, il y a le fait que le patient va mieux comprendre. Parce que ces images sont très simples à comprendre. On voit en couleur, on sait que la partie qu'on va couper, on va la faire apparaître en vert. La tumeur, d'ailleurs, en général, on la met en vert. Et on montre ça, le patient comprend très facilement. En plus, il a des repères, vous avez vu les structures osseuses, c'est facile à comprendre, l'os, tout le monde connaît le squelette. Donc ça facilite le dialogue au patient, et ça rajoutait d'ailleurs de l'humain dans ce rapport entre le médecin et le patient. Alors on le comprend tout ça, c'est grâce à la donnée.
Hein, c'est le traitement de la donnée numérique. Et pour ça, vous avez choisi donc de faire appel à DocaPost, qui est opérateur de la donnée, qui dépend de la Poste. Alors voilà, c'est là où on retrouve la Poste. C'est assez incroyable. David de Amorim, de quelle manière DocaPost intervient là? Effectivement, on ne quitte pas la Poste, on est dans le paysage depuis 500 ans, et même sur ces sujets-là, vous voyez, on est toujours présent. Et la raison est très simple, c'est que derrière la promesse de la Poste, il y a la notion de tiers de confiance. Que ça soit dans le monde de la vie réelle, le facteur n'ouvre pas le courrier, et encore plus dans le monde du digital, on n'ouvre pas plus le courrier. Et en fait, la plupart des gens ne le savent pas, mais on est d'ores et déjà premier hébergeur de données de santé en France, avec 35 millions de dossiers actifs, 45 millions en tout. On opère par exemple le dossier des pharmaciens, exactement. C'est voilà, sécurisé. C'est en France, c'est dans nos data centers, c'est sécurisé, on garantit et en plus en France la souveraineté, voilà, et on garantit la souveraineté numérique sur ces données. Alors c'est très réglementé, très contrôlé en plus en France. Alors on est conforme avec toutes les réglementations, dont le RGPD, etc. Et donc ça permet quoi? Ça permet de développer des innovations qui peuvent tirer parti du numérique au service du monde médical. Là, ce qu'on voit avec le cas que présente le professeur Luc Soler est un cas éloquent, c'est-à-dire on combine pour la première fois de la data avec un métier qui est celui du chirurgien, pour finalement augmenter l'individu au service du patient dans l'acte médical, mais aussi dans sa relation avec le médecin, puisque ça devient un support presque pédagogique pour faciliter cette interaction. Et là, pour le coup, nous, ce qu'on amène en plus, c'est la possibilité à ouvrir ce type de données jusqu'au domicile. Nous, notre terrain d'action, vous le savez, la Poste, c'est beaucoup le territoire, oui, bien évidemment. Sur les particuliers, finalement. Voilà, c'est particulier. Alors, ouvrir jusqu'au domicile, de quelle manière? C'est-à-dire? Alors, on a développé une application qu'on avait présentée au CES de Las Vegas, qui s'appelle La Poste e-Santé, voilà, qui est un carnet de santé digital gratuit, accessible pour tous les Français. Et donc, l'idée, c'est que dans sa poche, dans son smartphone, chacun de nous peut avoir son carnet de santé. Et ce carnet de santé est d'ores et déjà interfacé avec... donc, le montrer à un médecin, par exemple, quand on arrive en consultation. Voilà, j'arrive en consultation, je l'ouvre et je peux montrer les données qui sont collectées. Quand il me demande quand vos derniers vaccins, on ne sait jamais répondre. On ne sait jamais répondre, des vaccins, l'attention, parce qu'on a de plus en plus d'objets connectés. D'ailleurs, on l'a souligné ce matin, 24% des Français maintenant sont équipés, et en particulier dans le domaine de la santé. Donc ça y est, ça décolle, ces objets connectés qui permettent de mesurer sa tension, son diabète, son activité cardiaque. Et on va reparler dans un instant en plus. Voilà. Et donc du coup, ça nous permet finalement d'avoir une source, une traçabilité sur la donnée médicale. Mon médecin sait si ça a été utilisé, saisi à partir d'un objet de santé ou saisi par un professionnel de santé. Et surtout, ça permet de diffuser des innovations comme celles qu'on vient de voir, puisque le modèle 3D que présenté par Luc Soler est intégré dans la Poste e-Santé. Et donc, quand je retourne à la maison, je garde mon dossier médical, que ça soit sur de la data, que ça soit sur mes vaccins, sur mes objets connectés de santé, sur mon modèle 3D qui a été utilisé pour ma chirurgie. David de Amorim, si je veux en bénéficier, moi, de ce carnet de santé dématérialisé de DocaPost, je fais comment? C'est très simple. Je peux m'adresser à vous directement ou il faut passer par les médecins, par le... Alors c'est très simple, il y a deux cas de figure. Le premier, vous allez sur les Google Store, l'Apple Store, enfin tous les stores qui existent, et donc vous pouvez télécharger gratuitement cette application. Ou alors on est dans le cadre de protocoles médicaux avec des ensembles hospitaliers ou cliniques, donc avec Strasbourg, qui est un centre d'excellence mondialement reconnu dans le domaine de la santé. On travaille sur des parcours de chirurgie bariatrique, évidemment sur l'oncologie avec Luxe, sur les modèles Visible Patient. On travaille sur un projet d'hôpital, par exemple, sur le territoire strasbourgeois. Mais on travaille aussi avec, par exemple, des grands ensembles de cliniques, parce que l'idée, c'est que ces innovations, elles ne touchent pas 1, 2, 3, 4, 5 personnes, qu'elles puissent toucher le plus grand nombre. Donc on travaille, par exemple, avec Elsan, premier groupe de cliniques françaises, 123 cliniques, avec qui on a un partenariat pour déployer ce type de service dans le cadre, cette fois-ci, de leur parcours médical, pour rendre accessible le digital au plus grand nombre. Ça bouge dans le domaine de la santé. Merci en tout cas pour ces deux exemples. Merci Luc et merci David. On va poursuivre, on va parler de télémédecine, Jérôme. Oui, absolument, avec deux nouveaux invités.
Voilà, sujet aussi passionnant ça, hein, tout ce qui est télémédecine, Jérôme. On va en parler avec nos invités. Alain Toledano, bonjour. 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 Alors, bien dans le micro, s'il vous plaît, Alain. Très près, très près du micro. Vous êtes cancérologue à l'Institut Raphaël, c'est ça? Oui. Et à vos côtés, Guylaine Alajouanine, présidente du Haut Conseil français de télésanté. Vous êtes pionnière de la télémédecine, parce que la télémédecine, ça ne date pas d'hier finalement, hein, mais ça ne cesse d'évoluer. C'est quoi la télémédecine au fond? Je suis une des pionnières. Hein. La télémédecine, finalement, c'est faire voyager les données plutôt que les patients. Vous avez beaucoup entendu parler ce matin des données. C'est justement utiliser tous ces objets connectés pour, en quelque sorte, par exemple, sécuriser des diagnostics. C'est-à-dire utiliser tous les capteurs qui permettent de prendre les paramètres médico-vitaux pour savoir, à distance, ce que la personne a et répondre à la question angoissante, mais qu'est-ce que j'ai? Okay. Et pour le médecin, qu'est-ce que je dois faire dans ce cas-là? Moi, je suis de la Creuse, okay, une sœur Parkinson. Ce qui est important, c'est que quand elle dit « Oh, écoute, moi j'ai un problème là de dermatologie, on m'a dit que c'est dans 6 mois que je devrais, 6-7 mois que j'aurais... » Je dis « Bouge pas, avec maintenant nos objets connectés, avec allez, on prend une photo, etc. » Et on envoie tout ça à une plateforme de médecins en 24/7. Oui, il faut qu'il y ait des médecins au bout quand même. Mais bien sûr, et donc on a, grâce à nos objets connectés, on a des plateformes de médecins qui permettent de répondre à distance à ces questions angoissantes, par exemple, mais qu'est-ce que j'ai ? Donc je ne suis plus obligé de prendre rendez-vous chez un médecin. Alors bien évidemment, après oui, mais en tout cas pour le premier contact, je vais avoir des capteurs qui vont remonter des informations qu'un médecin va interpréter et qui va après décider de la suite. Vous avez tout compris. D'accord. Donc c'est finalement, pour être très simple, quand vous avez la personne, par exemple, qui sort d'une opération cardiaque le vendredi soir, elle va rentrer chez elle le week-end, ça y est, elle se sent pas très bien, etc. Elle appelle l'infirmière vient, malheureusement le médecin n'est pas là, il faut qu'elle puisse, grâce à ces objets connectés, c'est-à-dire aussi bien l'oxymètre que le glucomètre, que le spiromètre, que le CG, etc., pouvoir prendre tous les paramètres, les envoyer justement à un médecin qui va regarder son écran et qui va lui dire, Macha, pas de problème là, tu lui donnes un Valium et ça devrait aller. Très bien. Alors juste, vous avez parlé d'une infirmière. Il faut malgré tout qu'il y ait du personnel de santé pour récupérer toutes ces données, ou est-ce que demain, finalement, ces capteurs enverront tout de suite ces informations au cardiologue directement, sans avoir besoin d'une infirmière qui se déplace. Step, hein. Pour le moment. Et même après, à une intelligence artificielle. Mais bien sûr. Oui, mais pour le moment. Qui posera le diagnostic ou qui. Oui, l'intelligence artificielle, comme vous le savez, c'est comme le nucléaire. Hein. Il y a du bonus, il y a du malus. Oui. Hein. Et puis là, on parle pas. Là, on parle d'intelligence artificielle faible. On ne parle pas d'intelligence artificielle forte, hein, c'est-à-dire de l'auto-apprentissage. On peut dire l'intelligence artificielle faible, c'est justement ce qu'on utilise dans tout ce qui est télémédecine. Donc cette personne va naturellement, l'infirmière, elle va mettre le tensiomètre, elle va prendre le glucomètre, etc. Là, il y a aussi, il faut que les personnes, et là c'est très important, c'est la ressource humaine, c'est pour ça que je dirige l'Institut de télémédecine, pour former des agents de télémédecine, c'est-à-dire ces auxiliaires de vie, qu'on dit qu'ils n'étaient pas qualifiés, qu'on appelait les NQ, deviennent des PR, deviennent des perles, parce que eux vont expliquer comment on se sert de ces objets connectés. Et même ça, peut-être les poser, ces objets connectés aussi. Généralement, la personne qui est l'auxiliaire de vie va aider le patient à poser son... Attention, il faut pas... Là, justement, on en parlait avec le docteur Jean-François Thébault. Il y a un bac à sable. Il faut certes mettre des... On peut jouer dans le bac à sable, mais il faut aussi qu'il y ait un cadre. Ouais. Alors, Alain Toledano, vous aussi, vous utilisez ce type d'objet connecté pour suivre vos patients avant, pendant, après, etc. La qualité en médecine, c'est le temps qu'on va donner aux patients. Aujourd'hui, la médecine nécessite dans sa pratique des tâches répétitives, administratives, de gestion ou autres. Donc la première vertu de cet objet connecté, c'est de prendre la place des équipes médicales sur des tâches répétitives qui ne sont pas forcément très intelligentes. Et on va recentrer nos relations. Prise de tension, etc. Alors, on s'est focalisé sur les données biométriques, mais pas uniquement, mais enfin c'est un bon exemple. Donc redonner du temps à la relation médecin-patient, c'est la première chose. Et dans le projet qui est le nôtre, et moi en tant que cancérologue, c'est de repositionner l'humain au centre. Voilà. Et c'est vrai que acquérir de la donnée
avec tous les dispositifs numériques d'intelligence artificielle, de base de données qui vont nous permettre non seulement de regarder l'individu différemment, de formuler des nouvelles hypothèses, mais de nous recentrer sur l'individu et son projet de vie. Mais alors comment faites-vous? Parce que ça paraît un peu antinomique. On sera bardé de capteurs, on verra pas forcément le médecin en face, le médecin ne nous verra pas, il verra surtout des chiffres, des données. Comment est-ce que vous faites pour remettre de l'humain là-dedans? Alors, là, on parlait télémédecine et c'est ce qui va être un vecteur pour une médecine accessible. Moi, aujourd'hui, dans le projet qu'on porte avec DocaPost, avec d'autres partenaires, on reste sur une médecine face à face, mais on va considérer l'individu pas à travers le spectre de sa maladie, mais de façon très globale. On va passer d'une médecine prescriptive à une médecine intégrative, c'est-à-dire que dans les parcours de soins, on va accompagner le patient, lui donner du temps et le faire différemment. Et toutes ces données-là, on va les faire valoir pour montrer finalement qu'à une autre échelle, lorsque dans un système de soins, on fait de la médecine humaine et on utilise les bons outils, non seulement on fera des économies et on sera plus efficient. Et si on dessine ce nouveau modèle médical, ensuite il faudra le diffuser. Et la télémédecine, elle va servir à propager, à avoir une vision sociétale de cette nouvelle façon de voir. Et puis c'est le confort aussi du malade qui va peut-être se retrouver moins à l'hôpital, plus chez lui. Enfin, surtout pour les personnes très âgées. Hein. Oui, ou il y a les personnes qui sont... les économies de voyage, les transports qui sont traumatisants et coûteux. Vous voyez, ce sont toutes ces économies. Et ça permet surtout de faire en sorte que les personnes puissent rester chez elles le plus longtemps possible, dans les meilleures conditions possibles. Ces objets connectés vont permettre, grâce aussi avec toute cette intelligence artificielle, on le rappelle, l'intelligence artificielle, les données dont on parle très bien le docteur, là, c'est en fait la matière première de l'intelligence artificielle. Donc on en a besoin naturellement. Mais ce qu'il faut voir au bout du bout, c'est comment le patient va être heureux. Bien dans le micro. Bien en face du micro. Parce que c'est oui. un objet connecté qui a besoin d'être... Oui, connecté. bien en face du micro. Et alors, madame, monsieur, est-ce que vous avez aujourd'hui à votre disposition les outils nécessaires en termes d'objets connectés? Est-ce que ce qui existe déjà vous convient? Qu'est-ce que vous aimeriez d'autre? Des choses plus faciles à utiliser, plus fiables? Et est-ce que c'est des objets connectés qu'on est obligé d'avoir tout le temps sur nous, par exemple? Est-ce que ça pourrait être une montre connectée, un bracelet connecté, ou alors des objets dont on se servirait que à des moments précis de notre existence? Dans les magasins, j'oserais dire, sur la vitrine. Oui, mais tout est fiable. Attendez, il y a aussi façon de voir qu'est-ce qui est certifié. Voilà, naturellement, on a tout ça. Certainement pas. Alain? Justement, c'est ce qu'on disait. Alors il faudrait qu'on se détache de la mesure quantitative d'une petite donnée biométrique comme l'hypertension pour introduire la vraie histoire de l'industrie du numérique dans la santé. Aujourd'hui à l'Institut Raphaël qu'on est en train de modéliser, l'objectif c'est de percevoir la santé pas uniquement à travers le spectre de la maladie et des mesures, mais une santé globale. Je vous donne un exemple, on va se préoccuper de la santé émotionnelle. Il y a des startups aujourd'hui qui font de la mesure des données émotionnelles sur la manière dont on perçoit, il y a une startup d'Atacalab, les mouvements de la face. Donc ils vont stocker, enregistrer les émotions, et sur la santé émotionnelle, on va avoir de l'information qu'on n'avait pas jusqu'alors. On va travailler sur la santé sociale, le retour à l'emploi, avec des bases de données intelligentes, des algorithmes de prédiction, des personnes qui vont avoir des difficultés de retour à l'emploi. Sur la santé sexuelle. Donc je dirais que la prise en charge de cette santé globale, telle qu'on en fait la promotion à l'Institut Raphaël, qui est la maison de l'après-cancer, va être vectorisée par une santé numérique. Et on va changer le monde de la santé en regardant la santé différemment, en repositionnant l'individu au centre du projet et en utilisant des nouveaux outils. Vous êtes cancérologue, et évidemment, c'est la prévention qui est le meilleur médicament du cancer. Est-ce que justement ces objets connectés peuvent améliorer véritablement la prévention aussi, à votre avis ? Certainement, dans la prévention, il y a toute une part d'information, il y a une culture nouvelle à redessiner, et il y a une efficience à créer. Parce qu'aujourd'hui, on dépense beaucoup pour un système, fort heureusement, qui permet de traiter tout le monde et avec une équité, mais qui n'est pas, très coût efficace. Donc on va avoir besoin de mieux traiter les gens, de moins gaspiller et de se positionner en termes d'information et d'accès territorial sur une population beaucoup plus large, d'avoir une médecine plus compréhensible, plus accessible, grâce à la télémédecine, grâce à des politiques de santé qui vont pas être uniquement sur le curatif, mais sur le préventif. Et ces acteurs de soins en santé globale, l'Institut Raphaël qui travaille avec DocaPost,
c'est effectivement pour développer ce service médical innovant. Mais vous le voyez, Pour là, terminer, oui. à l'heure actuelle, on revient quand même toujours à la ressource humaine, ce qui est absolument indispensable ouais. dans le système. Et je voudrais dire quand même que la télémédecine, c'est pas la panacée, mais ça va devenir indispensable. Et les objets connectés, à l'heure actuelle, en France, on a une formidable panoplie d'objets connectés. Vous avez par exemple le My ECG de Visiomed qui a gagné le prix de l'innovation internationale à Las Vegas. L'Apple Watch qui va permettre de faire des électroencéphalogrammes, en cardiogramme, vous en pensez quoi ? Oui, heureusement qu'il y a des chercheurs et des gens qui ont l'audace d'aller vers toutes ces innovations, naturellement. Bon, maintenant, après, il faut vérifier. Il faut vérifier que c'est naturellement, totalement fiable. Naturellement. Gisela Della-Joïde, merci beaucoup d'avoir fait été plaisir. avec nous. Merci pour toutes ces précisions et merci à Alain Toledano aussi d'avoir été avec nous pour ce Zéro Live spécial santé, sujet passionnant évidemment qu'on aura l'occasion d'évoquer dans les semaines et les mois qui viennent encore. Voilà, merci de nous avoir suivis. Et puis, surtout, on vous signale l'autre vidéo consacrée à cette journée spéciale IoT On Axel va parler de mobilité sur justement. Zeronet TV. Merci de nous avoir suivis, à très vite.